on a utilisé un cercle excentrique. Ici, nous avons la Terre, O, c'est l'observatoire, c'est l'observateur, c'est nous. Ici, c'est le centre de le cercle de la Lune. La Lune se déplace uniformément, son excentrique, mais nous le voyons avec un mouvement non uniforme. Il nous semble plus vite quand il est là, dans le périgée, et plus lent quand il est là, dans l'apogée. Il y a une autre théorie, épicycle avec concentrique, qui est absolument équivalente. Ici, le Soleil se déplace sur un épicycle et le centre d'épicycle se déplace sur ce cercle concentrique. Les deux théories sont équivalentes. C'est le moyen utilisé pour les astronomes sérieux, mais les textes astronomiques ne soufflent mot d'une telle possibilité. Alors, nous avons eu un système de construction inventé par les mécaniciens et il y a une transmission d'un maître à un étudiant. C'est quelque chose qui se passe sans record dans les textes sérieux. Il faut avoir un exemple physique pour savoir tout ça. Alors, c'est un fait que le Soleil se déplace non uniformément aussi. Nous prenons le point de vue des anciens, que la Terre se trouve au centre du monde, c'est le Soleil qui circule autour de nous, mais pas uniformément. Et la raison est que nous savons que les 4 saisons ont des longueurs différentes. C'est l'évidence qu'il y a une non-uniformité de mouvement. Il nous reste à peu près un quart du zodiaque. C'est près de le périgée du cercle. La pièce qui nous reste se trouve dans la portion où le mouvement est le plus rapide. Maintenant, on peut représenter un mouvement non uniforme pour le Soleil avec 2 cercles excentriques, comme nous avons vu. On peut avoir un cercle pour le cercle du Soleil divisé uniformément, mais un cercle pour le zodiaque divisé uniformément aussi, mais autour des centres différents. C'est une possibilité pour représenter les phénomènes, mais on peut voir que ce n'était pas comme ça, parce que les 2 cercles sont en contact uniforme comme ceci. Il y a une possibilité non géométrique, parce que les astronomes babyloniens ont trouvé les moyens de sauver les phénomènes sans géométrie. Pour les Babyloniens, le Soleil se déplace uniformément avec une vitesse d'environ 28 degrés par mois pour une portion du zodiaque, mais la vitesse soudainement devient plus grande. Nous avons une zone lente et une zone rapide. Et dans la zone rapide, la vitesse du Soleil est 30 degrés par mois. C'est un aspect de l'astronomie qui existe en même temps que l'astronomie des Grecs, juste en face. Il faut examiner les cercles qui sont préservés
pour voir qu'est-ce qui se passe là, on peut voir déjà qu'il y a quelque chose d'intéressant. Parce que ici, nous avons le degré 0 de libre, c'est-à-dire de la balance. Et ici, le jour 29. Et ça correspond avec le jour 13 et demi de Pâques. Et ça correspond avec le jour Péni 12. Ça fait 29 degrés en 28 et demi-jours. Mais il y a 360 degrés dans le cercle et 365 jours dans l'an. Il faut avoir toujours plus jours que degrés si on représente seulement le mouvement moyen. L'équipe dirigée par Tony Freeth et Mike Edmonds nous a donné des rayonics pour investiguer ces phénomènes. On peut voir derrière la plaque du parapegma. Ici, nous avons des traits pour les degrés du zodiaque et des traits pour les jours de l'an égyptien. Il est très facile de voir qu'est-ce qui correspond avec quoi. L'analyse nous montre que les traits des degrés de longitude sont déplacés dans la portion qui survit du zodiaque. Les traits sont plus proches l'un de l'autre que le moyen. Et la ligne de degrés contre la longitude est consistant avec une vitesse du Soleil de 30 degrés par mois, c'est-à-dire la vitesse de la zone rapide du système des Babyloniens. Alors, voici notre construction du zodiaque sur le mécanisme anticythaire. Ici, nous avons les trois signes qui nous restent. Et dans ce morceau, les traits sont plus proches l'un à l'autre. Et dans une autre portion, un autre morceau, les traits sont plus loin l'un à l'autre. C'est comme ça qu'on peut avoir le boule doré qui représente le soleil mouvant uniformément, mais il semble de mouver plus vite ou plus rapide parce que les marques sont non uniformément engravées. Maintenant, nous venons aux planètes. Il n'y a rien qui reste des planètes parmi les engrenages. Néanmoins, la plupart des chercheurs croient que les planètes ont été représentées. C'est à cause des inscriptions. Dans les inscriptions, on trouve les noms de toutes les planètes avec les mentions des phénomènes planétaires, comme des stations, le mouvement de rétrogradation et les choses comme ça. Alors, il est presque certain que sur la face avant du mécanisme, qu'il y a eu une représentation vive des planètes. La chose la plus difficile d'expliquer pour les Grecs étaient les mouvements rétrogrades, les rétrogradations des planètes. Mais nous, comme modernes, pour utiliser un point de vue moderne, ici nous avons le Soleil au centre du monde, la Terre se déplace autour de son cercle dans un an, et Mars se déplace son cercle dans 2 ans. Alors, il se passe que la Terre passe par Mars. Nous sommes en un mouvement plus rapide. Et c'est à ce moment que
Mars semble de mouver dans le sens inverse. C'est l'explication moderne de rétrogradation. Mais pour les anciens, c'est la Terre qui se trouve au centre du monde. Il y a un point K qui se déplace autour du cercle dans 2 ans, si nous parlons de Mars, et Mars lui-même se déplace sur l'épicycle. Et c'est la combinaison de ces 2 mouvements qui donne le phénomène de rétrogradation. Nous avons un mouvement un peu comme ça. Rétrogradation, oups, comme ça. Alors, nous savons que le mécanicien a représenté le mouvement variable de la Lune avec ce mécanisme clavier-rainure. La Lune ne rétrograde pas. Il s'agit d'une variabilité dans la vitesse. Mais est-ce que c'est possible de représenter les mouvements rétrogrades des planètes avec un tel mécanisme? Oui, c'est possible. Ici, nous avons un mécanisme fabriqué par mon collègue Alan Thorndike. Ce plaque représente la grande roue solaire. Il fait une révolution dans un an. Le guise jaune représente Mars. Et nous commençons avec Mars mouvant vers l'est. Oh, rétrogradation. Mouvement vers l'est. Rétrogradation. Vous l'avez vu? Oui? OK. Ici, nous avons 2 engrenages, l'un sur l'autre, autour du même centre, et 2 autres, mais montés autour des centres différents. C'est le même mécanisme. C'est comment le mécanicien a expliqué les mouvements rétrogrades des planètes. C'est quelque chose d'impossible à savoir. Mais c'est possible, parce que nous savons que c'est le même mécanisme utilisé pour expliquer la vitesse variable de la Lune. Alors, ça reste une possibilité. Nous avons vu que la face avant est un modèle marchand du cosmos, avec les mouvements du Soleil, de la Lune et des 5 planètes représentées. La face arrière, c'est une chose plutôt différente. C'est une espèce d'ordinateur pour sauver quelques problèmes spéciaux, pour suivre le progrès du temps dans un calendrier grec et aussi de produire des éclipses. Il y a 2 cadrans spirales sur la face arrière. La face en haut était un calendrier grec. Les calendriers grecs sont de la variété qui s'appelle lunisolar. On essaie de suivre le mouvement de la Lune et le mouvement du Soleil en même temps. Mais c'est difficile parce que 12 mois pour la Lune sont trop courts pour un an, mais 13 mois sont trop longs. Il faut avoir un compromis. Il y a donc quelques ans de 12 mois et quelques autres ans de 13. Mais il y a un cycle qui se répète, le cycle de Méton. Méton était un astronome grec
du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais le cycle a été découvert probablement par les Babyloniens. Mais c'est un grec qui a établi la nomenclature. Alors, nous avons le fait du cycle de mettons que 235 mois ont la même longueur que 19 ans. Alors, cette cadran a la forme d'une spirale. Alors, la guide suivre cette route et le voyage de 19 ans. Chaque petite boîte est un mois. Et il y a une inscription avec le nom de mois. Les noms en rouge sont préservés aujourd'hui. Les noms en bleu sont reconstruits. Les noms des planètes, les noms des mois sont importants pour établir le local pour lequel le mécanisme a été construit. Parce que chaque ville a eu un calendrier différent, avec des noms des mois différents et des conventions pour le commencement de l'an différents. Les noms préservés sur le cadran sont consistants avec le calendrier de la ville de Corinthe ou bien de l'une de ses colonies. Le cadran en bas, c'est la chose peut-être la plus étonnante, c'est une prédicture des éclipses. Ici, on suit encore un cycle babylonien qui s'appelle un Saros. Le Saros, c'est un cycle de 223 mois, à peu près 18 ans. Si on une éclipse de la Lune aujourd'hui, il y aura un autre avec des circonstances semblables dans 18 ans. Dans le cycle Saros des Babyloniens, on a par construction 38 éclipses distribuées dans les 223 mois. Encore, les petites boîtes sont des mois. Les boîtes vides sont des mois sans éclipse. Si on a une inscription, il y aura la possibilité d'une éclipse de la Lune ou bien du Soleil. Voici un exemple d'une inscription. C'est pour le mois 114. Le sigma, c'est la première lettre de Séléné, c'est le nom de la Lune. Alors, il y aura une éclipse de la Lune. Et mieux, le commencement du mot Émera, day, jour, il y aura une éclipse pendant le jour, au 12e heure. Les Grecs ont divisé le jour toujours en 12 heures et la nuit toujours en 12 heures. Pendant l'été, quand le jour est long, les heures sont longues. Et pendant l'hiver, quand le jour est court, les heures sont plus courtes. Comme j'ai dit, le Saros est un cycle qui dure pour à peu près 18 ans. On peut continuer avec un deuxième Saros et un troisième, mais il y a une petite complication. Si nous avons une éclipse ce soir de la Lune, il y aura un autre en 18 ans, en quelques jours, mais après un autre cycle Saros, il y aura une autre éclipse, mais avec l'heure de l'éclipse plus tard par 16 heures. Alors, nous avons une petite rue secondaire
avec les indications s'il est nécessaire d'ajouter 8 heures au temps dans les inscriptions, ou 16 heures, ou rien. C'est pas mal. Une question très intéressante et aussi très importante pour la reconstruction de l'histoire de l'astronomie est la datation du mécanisme. Il y a en effet deux questions séparées. On cherche l'époque, c'est-à-dire en pour la mesure du temps, le jour 0 pour la mesure du temps, pour les cadrans, pour le calendrier et pour le prédicteur des éclipses. Mais on peut établir une époque, un jour pour commencer, qui est différent que la date de construction. Il est tout à fait possible qu'on a construit le mécanisme quelques 10 ans, 20 ans après l'époque officielle. Alors, il y a deux questions à peu près différentes. Aussi, il y a quelques approches à la question de datation. On peut utiliser datation par radiocarbone, des bois, du navire, mais ça ne dit rien de la date de fabrication du mécanisme lui-même. Ça nous dit quand on a coupé les arbres pour construire le navire. On peut utiliser les styles de poterie trouvés à bord, mais ça ne dit rien du mécanisme. Ça nous donne quelque chose peut-être de la date du naufrage. Pour la datation du mécanisme, on peut utiliser les formes des lettres grecques dans les inscriptions, parce que les formes des lettres changent lentement pendant les siècles. C'est une approche très normale parmi les archéologues, mais avec une marge d'erreur d'à peu près un siècle, plus ou moins. Pour une datation astronomique, l'opportunité la plus importante est d'utiliser les informations sur les éclipses, parce que là, nous avons beaucoup d'informations, les jours, les temps de jour pour une éclipse, le mois quand il s'est passé, et des choses comme ça. Pour cette approche, je voudrais vous introduire quelques détails des cycles Saros des Babyloniens. Le cycle Saros contient 38 éclipses distribuées d'après les Babyloniens. Comme ça, on commence avec une éclipse ici, suivi par 5 mois sans éclipse, 5 mois sans éclipse. Comme ça, 8 éclipses terminées par un intervalle de 4 mois seulement sans éclipse. Une autre ligne de 8, 7, 8, 7, distribuée juste comme ça. Maintenant, il y a plusieurs étapes pour établir une datation utilisant les éclipses. La première étape est de décider comment cette structure correspond avec les inscriptions. Le résultat est que cette éclipse ici, la première éclipse du double 8, se trouve dans le mois 13 sur l'inscription. Alors, l'éclipse solaire du mois 13 est le premier de double 8. Il y a un historien de sciences qui s'appelle John Steele qui a récemment reconstruit
les records babyloniens pendant plusieurs siècles des éclipses. Nous avons cherché dans le papier de style pour trouver les dates de tous les éclipses qui commencent le double 8. Alors, ces éclipses en rouge sont les possibilités pour l'éclipse dans le mois 13. On peut calculer tous les erreurs dans les heures des éclipses qui sont les résultats de chaque possibilité. C'est-à-dire, on donne à chaque éclipse, l'une après l'autre, l'opportunité d'être l'éclipse du mois 13. Et après ça, on calcule les résultats. Le résultat certain est que c'est seulement Saros cycle 44 et la possibilité. Alors, il est possible de calculer les erreurs qui sont les résultats. L'erreur minimum arrive si on a un commencement du cycle dans l'an minus 204, c'est-à-dire 205 ans avant Jésus-Christ. C'est l'époque de le prédicteur des éclipses. Ce n'est pas peut-être la date de manufacture. Il est possible qu'on a fait le mécanisme une dizaine d'années plus tard, plus tôt. On peut aussi utiliser l'époque pour calculer les heures de chaque éclipse, et la correspondance avec les inscriptions est assez bonne. C'était pourquoi? C'est une question assez importante. Quelquefois, on suppose qu'on a utilisé un tel instrument pour la navigation, mais c'est peu probable. La navigation célestiale n'existait presque pas parmi les anciens. Ici, dans nos jours, il n'existe pas une science centrale. Nous avons 10 ans des sciences divisées en centaines de subdivisions. Il n'y a aucune science qui représente la place centrale. Mais dans l'Antiquité, il n'était pas comme ça. Il y a eu une science centrale et c'était l'astronomie. L'astronomie a eu des liens très importants avec la philosophie, avec la mathématique, avec la médecine, avec la